Bonjour et bienvenue dans le podcast Souveraine et créatrice. Aujourd'hui, on accueille Thomas Raucourt. Bonjour Thomas. Bonjour Rubina. Alors, bienvenue, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast. Donc, le nom du podcast, c'est Souveraine et créatrice. Et comme je te disais, c'est pas juste souveraine et créatrice au féminin, c'est vraiment souveraine et créatrice comme vision de vie. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Ouais, merci, c'est un plaisir d'ouvrir ce champ de recherche avec toi sur la souveraineté et la créativité. Alors, je vais dire quelques mots sur toi, Thomas. Donc, tu as un parcours qui est très très riche et qui incorpore différentes dimensions. Donc, il y a tellement de domaines qui, a priori, sont différents, mais qui sont aussi très complémentaires. Et c'est aussi ça que je trouve inspirant dans ton parcours, c'est le mélange, la mise en commun de ces différents éléments qui me semblent importants et que moi-même j'ai incorporé dans mon propre cheminement, dans mon propre parcours. Donc, Thomas, tu es coach somatique, artiste, danseur, et ce qui te guide depuis très longtemps, c'est la quête de sens et de liberté. Donc, nous allons explorer ensemble qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Et ce que tu fais beaucoup, c'est expérimenter. Donc, moi aussi, je trouve que c'est le plus important, c'est de passer par notre propre expérience. Donc, tu te définis comme chercheur expérientiel en mouvement perpétuel. Et ce qui compte pour toi, c'est cette notion d'intégration psychocorporelle, donc l'union entre le corps et l'âme, entre le cœur et le sexe, la matière et l'esprit, le profane et le sacré, l'humain et la nature. Donc moi aussi, ce sont des thèmes qui sont très chers à mon cœur. Donc cette notion d'intégration, cette spiritualité qui est incarnée. Donc nous allons aussi aborder ce sujet important. Tu es également l'une des rares personnes en France qui est certifiée en Sexological Bodywork. Donc tu es certifiée en Somatic Sex Education et Sexological Bodywork. Donc nous allons aussi aborder ensemble qu'est-ce que c'est cette modalité qui est finalement relativement peu connue en France alors qu'elle est beaucoup plus connue dans le monde anglo-saxon. Ouais, c'est clair. Et tu es également formé en Integrative Somatic Trauma Therapy, également formé en Tao avec Mantak Chia. Le système nerveux, ça fait partie aussi des sujets que tu as beaucoup explorés et qui font aussi partie de tes accompagnements, donc dans les différents formats. Et un aspect qui est aussi très important, c'est tout le parcours de danse, de pratique somatique, donc en particulier play fight, contact impro, qui font partie de ton univers. Voilà, donc il y a encore beaucoup plus à dire. Il faut juste aussi mentionner peut-être ton implication autour de la thématique de l'anus, donc à la fois en termes de transmission, à la fois aussi dans la façon de l'aborder. Donc tu prends parler du spectacle que tu as créé, de l'évolution de la forme de ce spectacle. Voilà, donc j'ai pris quelques lignes de ton parcours et c'est déjà très très riche. Donc comme j'ai dit en introduction, il y a énormément d'éléments qui sont à la fois différents et à la fois hyper complémentaires. Est-ce que tu veux partager avec nous en fait qu'est-ce qui t'a guidé? Donc par quoi est-ce que tu as commencé? Quelle a été ta porte d'entrée? Et qu'est-ce qui te guide dans le fait d'explorer ces différentes modalités pour toi et aussi pour tes accompagnements? Yes. Bon, merci déjà d'avoir pris ce temps et puis c'est agréable aussi de se faire présenter. Donc merci. Je me sens honoré de la présentation que tu as faite. Et qu'est-ce qui me guide? Eh ben, ce qui me guide, je pense que c'est un des sujets de ce podcast, c'est la liberté, le sens et surtout le vivant en moi en fait. Le vivant, donc on pourrait aussi l'appeler l'érotisme, on pourrait aussi l'appeler le kiff, le bon, ce qui me fait vibrer. Et je pense qu'avec le temps, j'ai appris à pas mettre la pression sur est-ce qu'il faut qu'il y ait une cohérence au choix que je fais et est-ce que je dois être aussi stable dans ma vision du monde, mais plutôt à faire confiance que en fait je peux changer d'avis et quelque chose qui me passionne peut-être un moment bah ça fait plus trop sens parce que peut-être j'ai fait le tour, il y a d'autres choses qui m'appellent. Et souvent les gens, j'ai le retour de ah ouais, c'est courageux tes choix de vie, ouais, t'es courageuse, enfin, tu vas chercher loin. Et depuis moi, mon point de vue, c'est pas si courageux parce que c'est juste, comme je te dis, suivre le vivant et le kiff. Et en fait, c'est que si je suivais pas ça, il y aurait quelque chose, je pense, qui serait mort à l'intérieur. Vraiment, littéralement, que j'ai aussi ce que t'as pas mentionné parce que j'en parle pas trop, mais il y a mon début professionnel, c'est école de commerce. J'ai bossé un petit peu dans l'entrepreneuriat social.
Et je dis pas que c'est que les personnes qui travaillent là-dedans sont mortes à l'intérieur, pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, ça aurait été ça de rester. Il y a des moments où voilà, les choix que j'ai faits, c'était pour rester vivant, rester frais, rester dans mon authenticité. Et c'est comme si d'un certain côté, j'avais pas le choix en fait. J'avais pas vraiment le choix. Hmm. Merci de mentionner cette notion de courage parce que parfois je reçois aussi ce commentaire que c'est courageux d'avoir fait les choix de vie que je fais et en fait je trouve ça beaucoup plus compliqué comme tu l'as dit de vivre une vie où on est mort à l'intérieur versus en fait prendre les choix qui certes peuvent être difficiles à certains moments mais qui nous mènent du coup vers une vie qui est beaucoup plus alignée, beaucoup plus en adéquation avec qui nous sommes à l'intérieur. Est-ce que dans ta vie il y a eu un moment un peu avant après parce que je sais que dans ma vie. Donc, il y a eu un moment de longue souffrance, en quelque sorte intérieure, donc où je me suis conformée à tous les choix que j'étais censée faire. Donc, moi aussi, j'ai un parcours plus que comme toi. Donc, j'ai pas fait une école de commerce, mais j'ai fait un master en finance, j'ai fait un master en communication, j'ai travaillé en agence de publicité. Donc, je vois très bien de quoi tu parles. Donc, j'ai coché Ouais. les cases que j'étais censée cocher avec le CDI, l'appartement, les bons diplômes, etc. Et j'étais Mhm. effectivement aussi morte à l'intérieur. Et moi, à un moment donné, il y a eu un déclic. Et ce déclic s'est fait dans une retraite de méditation vipassana de 10 jours, où je me suis Ouais. rendu compte à quel point ma vie entière était complètement déconnectée de qui j'étais à l'intérieur de moi. Est-ce que dans ta vie, il y a eu un moment de à qui est cette vie-là? Donc, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un avant-après? Qu'est-ce qui t'a permis de changer de parcours? Ouais. Pour moi, il y a il y a plusieurs choses. Il y a à la fois beaucoup de linéarité, c'est-à-dire que ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Et j'ai toujours été quand même un peu, même quand j'étais en prépa, en école de commerce, j'étais l'alternative. Déjà, je m'intéressais à l'entrepreneuriat social, alors que pas grand monde s'intéresse à ça. Peut-être ça a changé, mais en tout cas à l'époque, en école de commerce. Et en même temps, ce qui était drôle, c'est que je pouvais être perçu par les personnes de l'école de commerce comme le hippie. Et après, quand j'étais au Guatemala, à bosser sur l'entrepreneuriat social, par d'autres personnes qui étaient en ONG, elles me disaient que moi j'étais le capitaliste. Donc c'est assez drôle aussi les perceptions qui peuvent être en fonction des personnes. Donc ça invite aussi à garder son axe et à dire bon, de toute façon, voilà, en fonction des personnes, je serais vu très différemment. J'ai rencontré d'autres façons de vivre et d'autres modèles. En fait, j'ai grandi moi dans un modèle finalement assez conventionnel. Voilà, famille posée, plutôt classe moyenne, supérieure. Tout le monde faisait un peu la même chose. Et le fait de voir qu'en fait, je pouvais vivre ma vie différemment, ça a été vraiment très puissant. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, je peux vivre comme ça, je peux vivre comme ça. Ça m'a donné beaucoup de liberté, beaucoup de choix. Donc, je remercie toutes les personnes que je rencontre, que j'ai rencontrées, parce qu'il y a vraiment quelque chose pour moi ouais, chaque personne que je rencontre, elle m'inspire à un endroit et elle m'apprend beaucoup. Ouais, et puis une autre chose qui m'a permis aussi d'amorcer du changement, c'est une rupture amoureuse que j'ai vécue au début de la trentaine. Et il y a eu ça, plus un retour d'Amérique latine où j'ai vécu pendant 5 ans. Et ça m'a fait voir que j'étais pas que lumière, qu'il y avait des choses aussi d'ombre à aller voir. Ça m'a vraiment invité à aller voir à l'intérieur et notamment tout le travail sur les ombres. En anglais, on dit shadow work. Il y a des parcours et des accompagnements là-dessus. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été difficile. Ça a été une traversée quelques mois là de qui suis-je et où je vais. Mais ensuite, ça a remis beaucoup de sens et de direction dans mon chemin. Et notamment, ça m'a ouvert vers le mouvement et vers la danse. Et donc voilà, c'était un gros apprentissage. Merci pour ce partage. Ça résonne beaucoup pour moi aussi parce que c'est ça aussi qui a contribué énormément à mes changements. Donc les rencontres, comme tu dis. Donc le fait de rencontrer des personnes qui vivent différemment et en fait, ça nous ouvre le champ de ce qui est possible. Et c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui avec nos modes de vie, notre façon de conjuguer différentes modalités. Ça ouvre pour des personnes aussi qui viennent dans notre univers la possibilité de faire autrement, de conjuguer les choses, de pas rester dans la boîte. Et ça, je trouve que c'est précieux. Complètement, ouais. Et puis je pense qu'il y a vraiment un appel aujourd'hui en 2024. On peut parler, il y a plein de façons de le voir, l'ère du nouvel ère, l'ère du verso, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment une invitation pour moi à fusionner beaucoup les pratiques, à que ce soit beaucoup plus horizontal. Et c'est pour ça aussi qu'on voit, je pense, beaucoup de profils de personnes qui mettent ça avec ça, avec ça. Et moi, je me sens très dans ce mouvement-là ouais, il y a un appel à la fusion, à l'union des pratiques et pour réinventer encore des nouvelles choses. Euh, et ça, je trouve ça passionnant et kiffant, quoi. C'est magnifique tout ce qui peut s'ouvrir avec ça. Yes. Comment s'est fait ton entrée vers tout l'univers de les roses de la sexualité en conscience? Quelle a été ta porte d'entrée et quel a été ton intérêt initial en fait pour plonger dans ces thématiques-là? Hmm. Alors,
On m'a toujours plutôt renvoyé que j'étais quelqu'un de sensuel. Le plaisir, ça a toujours été quelque chose pour moi assez fort. Il y en a qui trouvent que j'incarne un peu l'archétype de Dionysos pour les personnes qui sont dans la mythologie. Donc c'est quelque chose qui est présent en moi. Et d'ailleurs, en parlant de l'archétype de Dionysos, à un moment, j'ai fait dans une session de mouvement, c'était une session de mouvement dédiée à Dionysos, et moi, ça m'a tellement chamboulé, j'étais complètement dans mes sens, dans ma force érotique, et après, on est sorti de cette session, et les gens, ils commençaient à discuter normalement, et moi, je comprenais pas, j'étais encore tellement habité par cette force-là. Donc voilà, il y a quelque chose qui est fort en moi déjà, je sais pas si naturellement, mais en tout cas, dans mon chemin sur ce type d'incarnation-là. Et après, il y a des choses qui m'ont aidé, le fait de me former, notamment le sexological bodywork. La danse et le mouvement m'a beaucoup aussi amené là-dessus, dans une reliance en fait à mes sens, à ma sensorialité, à mon ancrage. Les pratiques somatiques aussi m'ont beaucoup aidé. Et pour moi, ce qui m'a aussi vraiment amené là-dessus, c'est que j'ai vu qu'en fait, il manquait de l'intégration justement dans beaucoup de pratiques, ou en tout cas, ça restait un tabou dans pas mal de pratiques, la sexualité consciente, notamment dans les pratiques somatiques. Finalement, on parle beaucoup de présence à soi, on va vraiment dans les profondeurs de nos corps, mais on parle assez peu finalement du bassin, ou en tout cas en particulier de nos sectes, comment se relier à cet endroit-là. L'anus aussi, je trouve que c'est un endroit qui est encore très tabou. Donc j'ai senti ce besoin-là d'intégration et de mettre différentes choses ensemble. Et moi, ce que j'adore dans le travail avec la sexualité, ou avec l'intimité finalement au sens plus large, qui est pas que la sexualité, c'est que tout de suite pour moi on vient travailler quelque chose de très intime, que parfois il y a des personnes que j'accompagne, elles ont jamais pu parler de sexualité avec leurs proches, et ça amène une certaine intensité, une intimité qui permet d'aller tout de suite dans une certaine profondeur. Et finalement, après, la sexualité, c'est pas forcément le sujet. Il y a plein de personnes que j'accompagne en individuel ou en groupe où finalement on va pas du tout parler de ça. Mais en tout cas, ça a été un point de départ pour pouvoir justement amener cette intégration, cette fusion de différentes parties de soi, qui ensuite permet d'aller dans une profondeur quelle qu'elle soit en fait, et dans une intimité quelle qu'elle soit, qu'elle concerne peut-être la sexualité d'un point de vue plus physique, ou qu'elle concerne plus notre intimité et notre façon d'être intime avec le monde. C'est une façon en fait d'être vrai, d'être authentique. Voilà, l'intimité, c'est bien plus large. Yes. La sexualité pour moi aussi, c'est vraiment une porte d'entrée vers un travail qui est plus profond. Et moi, ce qui m'anime dans le fait de travailler autour de ces thématiques, c'est que la sexualité, c'est aussi un chemin de transformation. Donc, comme tu viens de le mentionner, donc la sexualité peut être la porte d'entrée, la raison pour laquelle on vient vers toi, mais au-delà de ça, il y a tout un univers qui s'ouvre, donc de shadow work, de travail avec les émotions, de tout un tas de choses Ouais, qu'on peut carrément. aborder. Hmm. Euh, Qu'est-ce que tu as pu, donc à partir du moment où cette orientation est rentrée dans ta vie, donc quand je dis orientation, c'est vraiment ce pan à la fois de ton exploration personnelle et à la fois d'accompagnement des autres. Qu'est-ce que ça a changé en fait? Donc si on voit les roses comme voie de développement, comme voie pour grandir, comme voie d'exploration de soi, comment est-ce que toi tu as vu ça dans ta propre vie? Alors pour moi, c'est un endroit, ouais, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Mais en tout cas, ouais, peut-être j'ai envie de parler un petit peu de l'éros et de l'érotisme, parce que pour moi, c'est souvent mal compris, en tout cas quand j'en parle. Quand je parle d'éros, et d'érotisme, pour moi, c'est une force vitale, en fait, une puissance intérieure qui peut être contactée. Et en tout cas, moi, je fais l'hypothèse, et parce que ça me soutient après dans ma vie, que je peux tout le temps être érotique, et que l'érotisme n'est même pas lié à la sexualité. Il peut être lié à de la sexualité. Il peut emmener vers de la sexualité, mais que l'érotisme, c'est avant tout une force de vie, c'est une force du sentir, une force de sensorialité, et que je suis potentiellement tout le temps érotique. Et je fais cette hypothèse parce que je me considère, comme tu l'as dit, comme un chercheur, et je teste des choses et je vois qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Et je vois quand je fais cette hypothèse-là de dire je peux tout le temps être érotique, ça soutient beaucoup mon déploiement dans ma vie. Et pour être très concret, par exemple, là, je peux être en train de te parler et moi, j'ai quelques clés pour me relier tout de suite à cette force qui va me donner beaucoup plus de présence, de vision. Tout de suite, je me sens plus ample, plus en expansion. Et très simplement, je peux par exemple te parler tout en me reliant aux sensations sur ma peau. Et tout de suite, quand je me relie à ma peau, ok, je sens le poids de ma chemise. C'est une chemise en soie. En plus, là, c'est super agréable de la sentir sur ma peau. Je peux sentir la température sur ma peau. Je peux aussi me relier à comment mes lèvres bougent quand je te parle, comment ma langue bouge. Et tout de suite, en fait, c'est comme si ça m'alignait verticalement, horizontalement, et ça me donne
plus de disponibilité, plus de liberté, plus de force, d'authenticité dans mon échange avec toi, quoi. Donc je te donne voilà, ça pour moi ça c'est un exemple très concret de comment l'érotisme peut soutenir. Et après bien sûr bah ça vient s'exprimer dans mon quotidien, dans mes relations, apprendre à la fois accueillir l'intégralité de ce qui se présente sans hiérarchiser les sensations, est-ce qu'il y en a des bonnes ou des mauvaises, et à la fois quand même suivre le kiff, suivre la douceur, suivre le bon pour moi, suivre ce qui me rend plus vivant. Et en fait c'est comme si ça amenait beaucoup de finesse et d'intégration de toutes les parties de moi dans ma vie, quoi. Et aussi, c'est tellement agréable d'intégrer la sexualité et l'érotisme parce que c'est comme si ça allégeait tout ce truc de lourdeur. On a quand même encore beaucoup de lourdeur judéo-chrétienne dans notre culture, de lourdeur de tabou. Et juste de pouvoir parler librement de ça autour de moi, déjà, ça fait des effets comme voilà, des vagues dans l'eau. Et ça crée aussi un environnement autour de moi qui est beaucoup plus positif, intégratif et agréable pour moi en tout cas parce que ça fait qu'il y a des personnes qui résonnent aussi avec mes valeurs autour de moi. Merci beaucoup. Finalement, les exemples que tu mentionnes, c'est des pratiques qui font revenir au présent. Donc c'est comme de la méditation, une version différente de méditation finalement. C'est ça. Tout à fait. Bah ouais, la méditation pour moi, ils ont dans les personnes, les méditants, on a tout compris de certaine façon. Enfin, on a tout dit après, sauf que la méditation assise, elle convient pour certaines personnes, elle convient moins pour d'autres. Moi, par exemple, je propose des pratiques érotiques méditatives, j'appelle ça. Donc, c'est des pratiques plus où il y a du toucher du corps entier, où on peut utiliser notre sensualité, notre érotisme. Et donc, moi, je pense que je pense que c'est complémentaire. Parfois, la méditation assise peut être complémentaire d'autres formes de méditation. Et après, de toute façon, je pense que l'invitation de la méditation, c'est de l'amener dans sa vie, cette capacité à rester en soi et présente, ouais. C'est pratique, donc ça commence, je pense, à se répandre de plus en plus. Il y a peut-être encore des personnes qui peuvent se sentir intimidées. Il y a peut-être aussi l'inconnu qui fait peur parce qu'on ne sait pas finalement ce qui peut se passer dans des programmes, dans des retraites. Est-ce que tu voudrais partager quel type de pratique tu guides? Donc quand tu guides des personnes, donc je sais que tu travailles aussi bien avec des femmes, des hommes et dans toutes les orientations, toutes les identifications. À quoi les personnes peuvent s'attendre en fait quand elles viennent vers toi, donc pour explorer leur Eros? Quel type de pratique, de quelle façon toi tu les guides? Yes. Bah déjà aussi par rapport à tu dis à la peur ou à la méfiance, je pense qu'elle est quand même nécessaire et importante parce qu'il y a vraiment de tout, toutes sortes de C'est vrai. propositions. Donc bien regarder ce qui est proposé et voir si les personnes avec lesquelles je m'engage, elles vont prendre soin de moi, de mon système nerveux, de mes besoins, qu'elles vont être à l'écoute, suivre plutôt que forcer de l'intensité. Donc, ouais, ça c'est important de le nommer aussi qu'il y a beaucoup de sortes d'accompagnements et ils sont pas tous adaptés à tout le monde en fait. Et moi dans ce que je propose, bah déjà il y a un cadre qui est posé, que la priorité c'est le sentiment de sécurité intérieure. Donc là ça fait appel un peu à toute la recherche sur le système nerveux, mais en tout cas l'idée de OK, on va travailler ensemble avec cette priorité totale, de dire en fait si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de s'échapper, de fuir, d'attaquer, ou si t'as plus trop de sensations, c'est pas grave, c'est la meilleure réponse de ton corps, mais en tout cas la priorité ça va être de l'observer, de se rendre compte et ensuite de trouver comment on peut revenir à un état où tu peux de nouveau être détendu dans un sentiment de sécurité intérieure présente. Et ça, pour moi, c'est vraiment la pratique de base et l'état de base dans lequel j'ai envie de proposer de ce que je fais, c'est depuis un état de détente et un état de juste tonus. J'aime bien parler de juste tonus, ça veut pas dire parce que quand je parle de détente et de relaxation, ça veut pas dire que je suis une flaque d'eau et que j'ai plus aucun tonus corporel, mais ça veut dire que j'utilise le tonus minimum pour pouvoir effectuer l'action que je suis en train de faire. Et donc ça, c'est la base parce que depuis cet endroit-là, c'est là où je peux ressentir la capacité à ressentir. Elle est depuis l'endroit de détente. Si je suis en train de contracter mon corps et de fuir quelque chose ou d'attaquer quelque chose, mon corps il va se mettre, il va pas mettre beaucoup d'énergie sur le fait de ressentir. Et on peut avoir ce truc-là où moi je l'ai vécu il y a pas longtemps. J'ai expérimenté un petit combat de boxe. Je me suis pris des bons coups et sur le moment en fait pendant le combat de boxe, je sentais pas du tout les coups. J'ai dit non, en fait, ça va pas du tout fait mal. Et après, là, j'étais tellement dans les hormones, dans l'adrénaline, parce que mon corps, il était justement dans l'attaque.
Mais 1 heure après, 2 heures après, voire 1 ou 2 jours après, j'ai chanté en fait les coups. Je fais, ah ouais, là en fait, en dessous des côtes, il y a eu un truc. Bon, je me suis pas fait mal, mais je chantais que j'avais reçu des coups, quoi. Donc le corps, il a cette intelligence-là, et donc c'est comment en fait on travaille depuis cet endroit du ressenti, du sentir, depuis cet endroit de détente. Et après, depuis cet endroit-là, j'ai envie de dire tout est possible. Ça dépend vraiment. Bah déjà, j'ai pas mal de propositions différentes, mais en tout cas, ça c'est la base. Et d'intégrer aussi toutes les parties de soi, du corps enfin du physique jusqu'au spirituel, en passant par l'émotionnel, par tout ce qui est là. Accepter que le mental, il a le droit d'être là, qu'il est pas à lâcher, ni c'est pas une mauvaise chose, c'est juste qu'il est juste à intégrer dans quelque chose de plus global, dans une unité. Et, euh, et depuis cet endroit-là, parfois, il peut avoir des choses beaucoup très engagées, comme si on vient à ma retraite sagesse de l'anus, bah c'est quand même assez engagé. Il y a du toucher en binôme, du massage en externe, en interne sur l'anus, et des choses beaucoup plus soft par rapport à l'engagement habillé, juste du mouvement, ressentir son corps. Et voilà, parfois il y a la nudité, parfois non. Enfin, ça dépend beaucoup. Et après, j'aime bien aussi des espaces parfois en ligne, parce que en ligne, ça permet aussi de guider des choses où chacune reste dans son espace. Et par exemple, je peux guider des pratiques érotiques méditatives où tout le monde a sa caméra éteinte et moi juste je guide, et les personnes elles sont dans leur expérience. Et depuis chez elles, et là c'est très confortable. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est comme ça que c'est. Tout à fait, yes. Et je pense que ce que tu mentionnes, qui est très important effectivement à souligner, c'est que c'est normal de sentir une certaine appréhension, et c'est aussi une réaction de méfiance qui est naturelle. Et je pense que c'est très important effectivement quand on s'approche de ce domaine, encore plus que dans d'autres domaines, de vraiment évaluer, s'écouter. Donc si notre intuition nous dit que c'est pas le bon endroit, d'écouter notre intuition. Et pour moi, ça aussi, ça fait partie des clés d'accès à notre souveraineté. Et pour moi, les facilitateurs qui sont safe, c'est les personnes qui encouragent les personnes à s'écouter et pas se poser comme je te dis que c'est ok, donc c'est ok. Et pour moi, tu fais partie d'un des hommes dans le domaine qui me semble sain en fait. Et je pense que c'est extrêmement important d'aller spécifiquement autour de la sexualité, explorer avec des personnes qui nous semblent saines. Et je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui pour toi définit quelqu'un qui peut travailler avec la sexualité d'un espace qui est safe pour les autres en fait. Quelles sont les qualités de la personne qui sont importantes? Donc oui, il y a toutes les compétences professionnelles techniques dans la façon de guider les espaces, dans la sécurité qu'on installe, tout ça. Mais au-delà de ça, donc en tant que personne, qu'est-ce qui te semble important pour avoir la capacité de guider des espaces qui sont safe pour les autres dans l'exploration de la sexualité? C'est une bonne question. Euh, Bah pour moi déjà il y a besoin d'avoir fait un certain chemin. Je pense qu'on peut accompagner ce qu'on a traversé nous-mêmes, ou en tout cas ce qu'on est capable d'accueillir. Donc voilà, des personnes qui ont fait un chemin, et ça c'est pas forcément lié à l'âge mais quand même l'expérience peut faire. En tout cas c'est lié je pense aux expériences personnelles et professionnelles de cette personne. Dans les qualités, moi j'apprécie en tout cas une qualité à la fois d'humilité, mais pas de fausse humilité. C'est-à-dire que j'adore être fier de soi et pouvoir vraiment se dire là je suis bon à ça. Je trouve ça c'est vraiment important. En même temps, garder une certaine humilité dans voilà, moi je propose ça, je recherche ça. Et en même temps, je laisse beaucoup de place à l'expérience des autres. C'est pas, j'impose pas quelque chose. Donc l'humilité dans ce sens-là. Pour moi, il y a un chemin aussi de conscience en fait euh, de conscience de ce que c'est en fait d'être facilitateur ou d'être accompagnant, et du coup d'avoir un cadre très clair là-dessus. Par exemple, moi je suis choqué quand j'entends oui bah voilà, ça c'est mon compagnon, en fait c'était mon masseur tantrique, et puis ensuite on s'est mis ensemble. Pour moi en fait, si je donne des séances à quelqu'un, ou euh, j'accompagne quelqu'un sur un groupe, c'est très clair que j'aurai pas de relation avec cette personne, romantique, sexuelle, même amicale. Bon, ça pourrait peut-être au bout d'un moment, mais en tout cas, vraiment sur romantique et sexuel, pour moi, ça c'est un red flag si un facilitateur a des relations avec ses clientes ou avec ses clients. Et ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a une incompréhension de ce que c'est de la posture de facilitateur, parce que bien sûr, on peut créer un espace où c'est le plus horizontal possible, mais en même temps, forcément, il va y avoir des projections sur de la part des participants participantes sur nous. Forcément, il y a un biais quelque part, et c'est sain aussi que ce biais puisse être là dans un cadre clair et consenti.
Donc voilà, une conscience et encore plus, en plus quand c'est un homme pour le coup, parce que tu me poses la question pour un homme, parce que on est quand même encore dans un monde tel qu'il est, avec ses abus, ses violences patriarcales. Donc il y a encore plus de biais potentiellement avec les hommes qui n'ont pas fait non plus peut-être un chemin de un peu se poser la question sur et moi pareil, je le dis aussi humblement, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais en tout cas se poser la question sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme, c'est quoi aussi l'état aujourd'hui des relations entre les hommes et les femmes, comment on peut nourrir un monde un petit peu différent par rapport à ça. Donc voilà, tout ça pour moi c'est un champ vraiment important. Et puis après voilà, une personne qui prenne du temps aussi pour dans les qualités, c'est qui s'applique à elle-même aussi ce qu'elle fait. Donc voilà, qu'il y ait des pratiques quotidiennes, qui soit régulièrement aussi à continuer à se former, à, à être curieux, à rester en curiosité, parce que ça change tellement en fait les découvertes, et notamment sur la santé et la médecine sexuelle. On en est encore au tout début, je pense, de ce qu'on a du champ de recherche, quoi. Voilà quelques points. Je pense que je pourrais continuer, mais j'ai envie aussi que ça reste une conversation, de ne pas faire des grands monologues. Si, je raisonne beaucoup avec ce que tu partages. Et je pense que c'est effectivement important cette notion de maîtrise. Je veux pas dire contrôle dans le sens, mais maîtrise on peut ressentir tout un tas de choses. Donc c'est naturel. Donc le corps peut ressentir, on peut sentir une attraction avec d'autres personnes, mais c'est aussi comment est-ce que je choisis. Et pour moi, c'est la question de choix dans les moments de comment est-ce que je choisis d'être en tant que facilitateur, comment est-ce que je choisis d'être, et même s'il y a une énergie sexuelle qui est présente, même s'il y a l'attraction, comment est-ce que je choisis de l'orienter là où j'ai envie de l'orienter, ou de ne pas me laisser nécessairement driver par ça, parce que ça peut arriver en fait. Une attraction, ça fait partie de la vie en fait. Bien sûr, ouais, c'est sûr à quoi. Ouais, et là, ce que tu dis, ça, pour moi, ça ouvre sur souveraine et créatrice. Une vie souveraine et créatrice, c'est une vie notamment On fait des où je choix. suis en maîtrise et en capacité de choisir. Et au début, en off, on discutait sur de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Et pour moi, une des façons de définir la liberté, c'est la capacité de choisir mes cadres, choisir en conscience, avec le moins de biais possible et avec le plus de voilà de présence et de dépôt à ce que je suis, de pouvoir choisir mes engagements, choisir les contraintes que je me fixe aussi, ou en tout cas les cadres que je me fixe, et pouvoir aussi choisir chaque jour. Et pour moi, il y a quelque chose vraiment là-dedans, dans la liberté. Cette notion de choix, pour moi, est aussi très importante. Et pour moi, c'est la vraie liberté, c'est la capacité à faire des choix. Et il y a tout un tas de choses qui obstruent les vrais choix. Donc, tous nos programmes, tous nos traumas d'enfance, tous les automatismes. Et parfois, on peut avoir l'impression qu'on fait des choix, mais en réalité, c'est pas des choix. Et pour moi, c'est vraiment tout l'objet du travail qu'on fait. Donc, tu vois, du travail d'exploration de soi, du shadow work, c'est d'aller voir quels sont les espaces où j'ai l'impression de faire des choix, mais en réalité, c'est pas des choix, c'est plus des automatismes qui se déclenchent sur lesquels j'ai aucune maîtrise. Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ton parcours? Qu'est-ce qui t'a permis vraiment le plus de prendre conscience des espaces de ta vie où tu fais pas des vrais choix? Et qu'est-ce qui t'a permis, en fait, d'accéder à des vrais choix d'un espace de conscience de tes mécanismes, de tes ombres, etc.? Ouais, c'est une bonne question sur comment. Je pense que de toute façon, il y a un endroit où presque on n'est jamais arrivé. Hein. Il y a un truc un peu infini à mon avis. De forcément, on est tellement conditionné par notre entourage, notre famille. Enfin, il y a plein de couches. Donc moi, en tout cas, dans ma vision pour moi-même aussi, d'un point de vue réaliste, je me dis c'est jamais fini. Et en même temps, en même temps, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est de trouver différents espaces de bah déjà j'ai déjà nommé, mais le fait les rencontres, c'est toujours un endroit pour moi très très fort de ah oui en fait de voir les choix que font les personnes, et de voir en fait que là où je me contrains dans ma liberté, dans ce que je crois qui est possible, ou ce que je crois qui est pas possible. Donc il y a tout un chemin pour moi d'ouvrir le champ des possibles. Et quand j'ouvre le champ des possibles, déjà plutôt que d'avoir une vision un peu étriquée, au moins je suis réaliste sur ok, moi je choisis ça, et il y a tous les autres choix possibles. Et ensuite, bah pour moi, il y a pas vraiment de secret, dans le sens où c'est un travail, hein, c'est vraiment un travail, et pas un La travail dans le baguette sens du magique. labeur. Ouais, c'est ça. C'est pas une labeur dans le sens, ça a pas forcément besoin d'être chiant et d'être laborieux, mais en tout cas, ça prend du temps, ça demande quand même de l'engagement. Et il y a tellement de choses différentes que j'ai faites, d'être accompagné individuellement, de participer à différents stages, à des formations, tout ça pour moi ça nourrit. Et après de chercher bien sûr à l'intégrer dans ma vie. Et après, je pense que c'est aussi des tempéraments, mais moi j'ai un tempérament très expérimentateur, très chercheur, donc
Euh, je vais avoir tendance à faire les choses facilement. Enfin, j'y vais quoi. S'il y a un truc, j'y vais. Et je fais pas tourner 50 fois la question non plus en moi. Je suis assez instinctif et intuitif là-dessus. Et mais en tout cas, le fait pour moi, en tout cas dans mon chemin, d'y aller, d'expérimenter, puis parfois de me prendre des murs et puis de changer de direction, ça a été aussi aussi finalement la chose la plus puissante de me laisser aussi la capacité à expérimenter, à savoir que je peux changer d'avis aussi. C'est comme le consentement, il est libre, il est révocable, je peux dire oui, je peux changer d'avis, je peux me rendre compte que finalement je me suis trompé. Et voilà, tout ça c'est la vie, c'est l'état apprentissage et c'est le chemin qui compte euh, et, et les expériences. Voilà. Merci, merci. J'aimerais bien aborder avec toi la, ton dernier programme là que tu vas sortir prochainement, qui s'appelle Leadership du Sentir, donc qui s'adresse spécifiquement aux hommes. Donc, tu Ouais. travailles aussi bien avec les hommes que les femmes. Pourquoi est-ce que tu as choisi du coup de dédier ce programme spécifiquement aux hommes? Ouais, bah c'est un vrai engagement hein, parce que c'est potentiellement je trouve ça plus difficile en tout cas au niveau pour attirer des hommes. Encore une fois, je pense que sur Insta peut-être j'ai 75% de femmes qui me suivent. Il y a plus C'est souvent facilement. les hommes que je trouve inspirants. Quand je vois les Ouais, commentaires, quand je vois les personnes qui suivent, quand je vois les personnes qui likent, c'est beaucoup de femmes en réalité. c'est ça. Donc en effet, je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont besoin de comprendre la masculinité, les masculinités, de savoir comment relationner avec les hommes, etc. Donc, je comprends aussi qu'elles suivent des hommes peut-être qui les inspirent. Et il y a pas longtemps, même, je proposais une masterclass avec Emmanuel Duchesne pour les hommes. Mais en fait, c'était des femmes qui s'inscrivaient. Donc, voilà, il y a ça qui est présent dans le champ. Je le nomme. Et donc, c'est un vrai engagement de travailler avec les hommes parce que je trouve ça plus difficile déjà de les faire venir à mes propositions. Et en même temps, pour moi, il y a vraiment, quand je dis un engagement, c'est que ça fait vraiment sens pour moi de travailler spécifiquement avec les hommes. Dans mon chemin, il y a eu tout un chemin de reconnaître qu'à la fois on est très similaires, les hommes et les femmes, et en même temps qu'on est aussi très différents. Et j'aime bien pouvoir parler dans l'idée d'intégration et d'union. Je pense que c'est vraiment important de le reconnaître, nos différences, et que du coup, en tant qu'homme, on a des besoins aussi spécifiques d'accompagnement, des besoins spécifiques de se retrouver aussi entre nous pour aussi faire le taf, hein, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas, en tout cas dans le cas de relations hétéro, qu'on n'a pas à laisser à nos partenaires, en fait, que nos partenaires, elles ont pas tout à traiter, qu'il y a des choses qui sont à traiter entre nous, entre hommes, des sujets spécifiques de comment, euh, voilà, qu'est-ce que c'est d'être un homme aujourd'hui. Et moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Qu'est-ce que c'est d'être un homme? J'ai un parcours assez spécifique là-dessus, mais comme chacun, mais ça fait peut-être 5 6 ans que je commence vraiment à accepter que je suis un homme. Je m'en suis rendu compte et je m'en rendais pas compte jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 5 6 ans. Mais quand j'ai eu cette réalisation, je me suis dit ah ouais, en fait, j'ai pas du tout envie d'être un homme parce que ça a l'air vraiment nul d'être un homme. Déjà, je fais partie d'une tribu de gens qui abusent, qui sont violents. En plus, en plus, on peut pas trop, on n'a pas trop de liberté sur comment on peut s'habiller, comment on peut s'exprimer. Enfin, le champ avait l'air assez réduit et assez chiant globalement. Mais à partir de là, quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, bah, j'ai pu l'accepter et justement le choisir vraiment. Ah, ok, je choisis là, vraiment d'appartenir aux hommes et quel homme j'ai envie d'être, quel homme je suis et qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme au niveau physiologique, au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Donc ça, c'est un gros champ de recherche et que j'ai envie de partager aux hommes parce que pour moi, on a besoin d'hommes qui se sentent bien dans leur masculinité, qui se sentent aussi fiers, heureux d'être hommes et qu'on envie de partager au monde cette beauté d'être un homme. Il y a besoin aussi d'hommes qui éduquent des plus jeunes, des garçons à des rites de passage. Donc, pour moi, il y a vraiment un grand champ de travail là-dessus. Et ce que je vois autour de moi pour l'instant en termes de propositions pour les hommes, il y a des choses super. Il y a aussi beaucoup de choses pour moi qui sont un peu trop limitées, réductrices sur auquel travail avec les hommes, ça va être que du travail d'intensité émotionnelle. Et moi, j'aime bien intégrer d'autres choses, notamment aussi l'érotisme, le lien à son corps, le lien à son sexe. Euh, voilà. Et dans ce programme Leadership du Sentir, il y a cet endroit justement qui est très relié à la souveraineté, à la créativité. Euh, en fait, pour moi, on est tous appelés à être leaders. Déjà avec soi-même, c'est un peu, d'un point de vue plus spirituel, ça pourrait être l'archétype du roi ou de la reine.
On est appelé à être leader avec nous-mêmes, leader dans notre vie, dans nos créations, avec nos enfants, avec nos partenaires, avec nos amis. Il y a un endroit où la vie nous appelle à être leader et aussi à suivre parfois et à faire partie d'une équipe. C'est pas que ça, mais en tout cas avoir cette capacité-là à être leader. Et pour moi, dans ce que je comprends aujourd'hui du leadership pour les hommes, il est un peu mal compris encore. Je pense qu'il y a beaucoup encore un leadership qui est beaucoup dans le faire et dans l'autorité un peu descendante des restes patriarcales, alors que la vision que j'ai envie de proposer dans le leadership du sentir, c'est une vision que le leadership, c'est quelqu'un qui est profondément au service, parce que en fait, il a déjà un peu alchimisé ça, il a une certaine maîtrise de lui, il a plus besoin de reconnaissance, de validation, même je peux toujours avoir besoin de soutien à certains moments, mais en tout cas, il y a un endroit en moi qui est assez posé pour pouvoir vraiment me mettre dans cette posture où je suis au service. Et la posture de leader, c'est une posture de service plutôt qu'une posture d'extraction. Euh, et ça, c'est un grand chemin, je pense, pour les hommes, à se mettre au service plutôt qu'en extraction, à ne plus être dans notre petit garçon qui a besoin absolument de la validation, mais plutôt à pouvoir entrer dans cet homme, dans cet adulte qui se contient lui-même et qui peut se mettre dans cette posture de service. Quand je dis service plutôt qu'extraction, on le voit, je pense très bien dans ce qui se passe encore dans le monde. Il y a beaucoup d'extraction, on extrait les ressources de la terre jusqu'à épuisement, plutôt que se mettre au service de la terre. Et ou même dans la façon de faire de l'agriculture, il y a plein de champs, je pense qu'on peut le voir, et aussi dans la sexualité. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui résonneront avec ça, et peut-être aussi des hommes. Tu peux sentir quand ton partenaire il est au service ou il est en extraction, est-ce qu'il vient chercher quelque chose en toi, et notamment dans l'intimité la plus profonde de la sexualité, c'est quelque chose qui peut être très très fort et très important à ressentir. Et donc ce leadership là, c'est un leadership qui va être au service. Et qu'est-ce que ça veut dire être au service? Ça veut dire être en capacité d'être vraiment dans son ressenti, dans ses sensations corporelles, et d'offrir à la situation ce qu'elle a besoin. Et pour ça demande d'être vraiment dans une fine écoute et une grande disponibilité à la situation, à la personne. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui permet d'arriver vers cette vision-là de ce que tu viens de partager? Donc, quels sont les entre guillemets les ingrédients, le chemin, les parties qu'il est nécessaire d'intégrer pour être justement dans cette expression-là du masculin? Quel a été ton chemin et qu'est-ce que tu transmets aussi dans ce programme? Quels sont les différents ingrédients en fait? Ouais, alors il y a pour moi déjà une base que je commence toujours par là, hein, c'est un peu la sécurité intérieure, trouver déjà c'est une question qu'on peut-être que beaucoup d'hommes en particulier on leur a jamais posé. Est-ce que tu te sens en sécurité? Et souvent c'est même pas ce que ça veut dire de me sentir en sécurité. Donc ça c'est tout le travail avec le système nerveux, mais au-delà de ça, même si ça n'a pas besoin d'être technique, c'est pouvoir observer quand est-ce que je suis posé, quand est-ce que je suis disponible, ou quand est-ce qu'en fait non, juste là j'ai besoin de prendre soin de moi parce qu'il y a quelque chose qui est donc c'est vraiment pour moi la fondation la fondation de la sécurité intérieure. Et une fois que ça c'est disponible, après il y a aller essayer de comprendre c'est quoi moi ma propre expression de ma masculinité. Pour moi ça passe par aussi une reliance à notre corps et du coup à des pratiques de méditative au sens large, qui peut avoir plein de formes différentes, mais notamment aussi quelque chose que j'ai l'impression reste encore assez peu exploré, assez tabou, c'est de se relier à notre sexe comme un endroit aussi de création, un endroit d'ancrage, un endroit de dépôt, et se relier à notre sexe d'une façon désexualisée. C'est-à-dire on sait assez bien faire en général la façon auquel le sexe comme un endroit sexuel, mais le sexe comme un endroit désexualisé, je pense qu'il y a un gros chemin à faire. Et quand je dis ça, ça veut dire pouvoir juste déjà se rentrer en lien par le toucher, mais surtout par l'attention en fait à cette partie de notre corps, sans honte, sans tabou, sans avoir peur que ça soit dangereux, sans avoir peur que d'être perçu comme comme un pervers. Enfin, il y a tellement d'associations euh, honteuses et tabous avec cette partie de notre corps, alors qu'en fait c'est juste un endroit magnifique qui nous permet aussi de nous asseoir et de nous déposer dans le monde, et aussi d'exprimer notre vérité d'une certaine façon. Et pour moi, il y a tout un travail de réapprendre. J'aime bien même dire à parler depuis notre sexe. Et là, d'ailleurs, vu que je t'en parle, je cherche à faire ça. Et, commencer en fait quand je parle depuis cet endroit-là. Qu'est-ce que ça change dans ma façon de parler, dans les mots que j'utilise, dans ma qualité de présence.
Et moi, je sens que là, quand je me relie à ça, d'ailleurs, il y a quelque chose qui descend. J'ai l'impression que ma voix, elle est un petit peu plus grave, un petit peu plus lente. Donc, il y a tout ce chemin-là. Il y a aussi tout un champ pour moi d'apprendre à gérer l'intensité. C'est un grand champ de mon travail. Quand je dis intensité, ça peut prendre plein de formes différentes. L'intensité, c'est toute chose qui fait que moi, je sens que ça commence à devenir un peu plus intense en moi, un peu plus fort, plus rapide en moi. Ça peut être une conversation, ça peut être quelque chose que je suis en train de voir ou de lire, ou ça peut être dans une relation romantique et encore plus dans l'intimité sexuelle. Souvent, l'intensité est très forte parce qu'il y a l'intensité des sensations, il y a l'intensité de la rencontre, des désirs, des projections, des attentes. Et pour les hommes aussi, c'est valable pour les femmes. Et là, si je parle des hommes, il y a un apprentissage à comment je peux accueillir cette intensité, à devenir un contenant de plus en plus grand pour pouvoir accueillir cette intensité en restant détendu. Et je reviens à ce qu'on disait au début, en restant détendu, en restant présent, sans me laisser emporter par la vague, mais en restant juste là, présent, sans avoir d'autres objectifs, ni attentes, ni projections. Et ça, pour moi, c'est un sacré cadeau aussi dans la polarisation qui peut se faire entre un homme et une femme. On n'a pas les mêmes rythmes biologiques, et notamment et les rythmes hormonaux. Le fait d'être des corps qui sont plus dominés, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas où la testostérone est plus forte versus des corps où il y a plus d'œstrogènes et aussi d'autres hormones, c'est plus complexe que ça. Ça fait qu'on n'a pas les mêmes rythmes émotionnels, les mêmes rythmes de vie, le fait que les femmes ont leur cycle de lune, leur cycle menstruel. Et il y a quelque chose du coup qu'on peut vraiment offrir comme cadeau au monde en tant qu'homme d'une certaine stabilité, d'une certaine assise. Ce qui veut pas dire qu'on doit être rigide et tendu, mais en tout cas qu'on peut être là et offrir ce contenant à nos proches. Euh, voilà, je sais plus pourquoi je suis allé dans cette direction. En tout cas, ah oui, tu me demandais Les les ingrédients. pratiques. Ouais, les ingrédients. Donc ouais, l'ingrédient, ouais, les ingrédients voilà, apprendre à accueillir l'intensité, à devenir un contenant de plus en plus grand. Et ça passe aussi notamment par du travail énergétique. Tu mentionnais le travail avec le Tao, mais tout le travail sur ouais, apprendre aussi à faire circuler en soi l'énergie, notamment l'énergie sexuelle, l'énergie vitale. Euh, ça peut être des pratiques qui soutiennent aussi ça. Bon, c'est tellement vaste que bon, je te donne Quelques ingrédients de la recette. quelques ingrédients. Voilà. C'est pas vraiment une recette. C'est pas un truc qu'on applique ABCD. Non, Façon de c'est parler. ça, tout à fait. Ouais. C'est des éléments qui me semblent super importants et je pense que chaque homme, chaque personne devrait explorer ces aspects-là. Un aspect que j'aimerais discuter avec toi, c'est tout ce qu'on va appeler en anglais the dark masculine, donc le masculin plus sombre en fait, qui me semble aussi, parce qu'on parle beaucoup pour les hommes avec tous les scandales qu'il y a eu ces dernières années dans tous les sens, dans tous les domaines, du fait que l'homme, il faut qu'il soit safe en fait, qu'il de consentement, et je pense que c'est un aspect qui ressente, qui connecte avec ses émotions, etc. Et je pense que c'est un aspect qui est super important. Mais je pense qu'il y a un aspect qui est aussi sous-estimé, qui est parce que si on va que là-dedans, pour moi, il y a un aspect qui manque en fait. Et cet aspect qui manque, c'est effectivement quand l'homme va être en pleine connexion avec ses côtés plus sombres, ses instincts plus sombres, y compris une certaine violence en lui. Et pour moi, la pleine possession de ça, c'est ça qui rend un homme pleinement safe pour moi, parce que je sais qu'il a accès à ça, qu'il ne réprime pas. Et pour moi, ça contribue à la sécurité. Je serais curieuse de savoir quel est ton avis sur le sujet. Comment, toi, tu abordes aussi ces aspects-là de toi? Ouais, complètement. C'est hyper pertinent. Et pour moi, en fait, en tant qu'homme, c'est comme si quand on prend au début, en tout cas, j'ai remarqué ça, quand on prend le chemin plus de la sensibilité ou même de s'intéresser au féminisme, à ce qui se passe pour les femmes, il y a quelque chose, en fait, qui a tendance à se retirer de certains champs, comme tu le dis. Et, euh, et notamment de tous les champs de ce qu'on considère plus viriliste, plus violent, la masculinité plus dark, plus violente. Et pour moi, le chemin, en fait, c'est plutôt que de se retirer, c'est de se réapproprier et d'avoir plus de maîtrise. Et je vais prendre des exemples plus concrets, mais en gros, j'aime bien cette phrase qui dit qu'en fait, quand on est dans une masculinité plus incarnée, plus consciente, en fait, tous les traits négatifs du dominant, ils peuvent devenir des traits soutenants, en fait. Et il y a aussi dans tous les traits dominants
abusif, il y a aussi l'autre face, qui est en fait le trait du masculin, de l'homme, qui peut être aussi super soutenant. Faut juste le trouver. Et dans des exemples concrets, ce que tu nommais, c'est qu'en effet, pour moi, le chemin, c'est pas de nier sa force ou sa puissance, et notamment et d'en sortir. Mais le chemin, c'est plutôt de reconnaître que oui, en tant qu'homme, probablement, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais j'ai la capacité d'être abusif, d'être violeur. J'ai la possibilité, en fait. Elle est là dans mon champ parce que probablement j'ai peut-être un ascendant physique, voilà, lié à différentes conditions physiologiques. Et l'idée, c'est pas de sortir, de quitter ça et de dire non, en fait, je ne suis surtout pas ça. C'est plutôt de dire je suis ça. C'est une possibilité. Et en même temps, je choisis d'utiliser cette force, cette puissance, cette capacité pour d'autres choses, pour être au service, pour soutenir mes valeurs, pour soutenir ce qui est le plus important pour moi. Et pour moi, c'est même assez récent. Par exemple, le fait de me mettre plus régulièrement vraiment à faire de la muscu, du renforcement musculaire. Et d'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus ne laissons pas les muscles aux virilistes, en fait. C'est que, en fait, prendre soin de son corps et notamment de sa musculature, c'est quelque chose qui est hyper important pour tout le monde, mais notamment pour les hommes et notamment pour prendre soin aussi de son taux de testostérone qui contribue à beaucoup de choses saines dans le corps. Et donc voilà, ça fait encore pour moi partie des champs que j'ai envie de me réapproprier et de pas laisser ça à des personnes où c'est comme l'idée que pour moi, par exemple, l'intelligence artificielle, on va pas aller débattre là-dessus, mais on peut se dire bon, ok, c'est un truc du diable et on va surtout pas y toucher, ou on peut se dire bon, c'est un outil qui est disponible et comment on peut le mettre au service de quelque chose qui va servir l'humanité. Et si on le laisse que aux personnes qui ont des visions plutôt destructrives pour le monde, on va sûrement encore plus se faire avoir. Donc utilisons ces outils qui sont disponibles. Donc utilisons notre puissance, utilisons nos muscles. Et par rapport à ça, parfois il peut y avoir aussi l'extrême inverse, c'est que les hommes devenaient vulnérables. Et il y en a qui confondent vulnérabilité et fragilité, qui deviennent des hommes fragiles. J'ai pas envie d'avoir de jugement là-dessus, mais en tout cas, ça va pas apporter grand-chose au monde, le fait d'être fragile. Si je confonds vulnérabilité et fragilité, qu'est-ce que je veux dire par fragilité? C'est que pour moi, fragilité, c'est quand je perds mon axe. Vulnérabilité, c'est quand je peux partager ce qui je suis, mon authenticité, euh, mon ressenti, mais sans attendre que l'autre vienne me sauver ou sans attendre que l'autre soit absolument voilà, mon sauveur, la personne qui va résoudre mes problèmes. Fragilité, ça va être ah oui, je suis complètement vulnérable et s'il te plaît, aide-moi, sauve-moi. Et en fait, je pense qu'on peut pas demander ça à quelqu'un. Peut-être qu'on peut le demander de manière consciente, mais vraiment demander de l'aide consciemment, mais en tout cas pas confondre ça, parce que je pense, j'ai beaucoup de retours de femmes qui disent que c'est très désagréable, des hommes qui confondent vulnérabilité et fragilité. Donc je le nomme petit cadeau. Je suis d'accord, et je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment l'art de. Donc pour moi, l'homme intégré, c'est l'homme qui à la fois a accès à cette. Mais en fait, c'est valable pour les femmes aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a aussi une vision que le féminin doit être tout le temps dans le débordement. Pour moi, c'est pas un féminin intégré. Un homme ou une femme qui ont accès à leurs émotions. Donc c'est à la fois comment est-ce que je peux avoir accès à ce que je ressens et à la fois moi-même avoir la capacité de me tenir dedans, en fait. Et pour moi, c'est ça qui fait que c'est aussi safe de partager avec d'autres personnes. Maintenant, on n'a pas toujours forcément la capacité, et dans des moments de grande fragilité, c'est normal aussi, je pense, de savoir compter sur notre entourage proche pour nous tenir. Mais ça doit pas être l'état par défaut. Je suis dans un débordement émotionnel et tout le reste autour de moi doit tout le temps, me doit ça, en fait. Personne ne doit rien. Mais c'est juste comment est-ce que j'accède à ces vulnérabilités, comment est-ce que moi-même je me tiens, je crée le contenant pour me soutenir dedans, et l'entourage, il est là quand il y a vraiment une fragilité ou quand l'entourage a envie, en fait, de nous soutenir là-dedans. Mais avant tout, pour moi, c'est que ce soit homme ou femme, c'est notre devoir de créer un contenant pour nous accueillir dans ça. Et pour moi, c'est ça, je pense, qui fait Complètement. la différence entre la vulnérabilité et cet état de fragilité. Ouais, et du coup, comme tu dis, c'est que le fait pour moi, c'est ce qui change, c'est de pouvoir en être conscient. Ne pas faire passer la vulnérabilité pour la fragilité pour la vulnérabilité. C'est que si je suis fragile, d'en être conscient et du coup de faire des demandes claires de là j'ai besoin de soutien, mais pas d'arriver en mode non, c'est normal, je suis vulnérable. Mais en fait, ça c'est du coup il y a quelque chose de manipulatoire dedans. Donc c'est aussi une clarté là-dessus encore sur quel choix je fais et comment je le partage au monde, quoi. Yes. Et effectivement aussi dans la vie, il y a des moments de fragilité, ça existe, donc des moments où on n'a pas la capacité d'eux, et c'est là aussi le rôle de l'interdépendance, de savoir compter sur notre entourage Complètement, ouais. pour nous soutenir.
Yes. Alors, qu'est-ce que je vais te poser d'autre comme question? Peut-être justement en lien avec cette vulnérabilité. Donc le thème de l'anus fait partie, c'est une thématique importante dans ton travail, et je pense que c'est une Ouais, zone de vulnérabilité pour les humains en général, je pense, d'aller vers cette zone-là, parce que ouais, ça c'est clair. contient tellement de choses en fait. Donc à la fois ça Mm. peut être la porte vers des sensations, des états assez extatiques, et à la fois c'est aussi euh, beaucoup de bagages émotionnels qui peut être à cet endroit-là, de Ouais. contes, de peurs, de toutes sortes de choses qui peuvent être cristallisées à cet endroit-là. Qu'est-ce qui t'a appelé en fait dans ce travail-là, et qu'est-ce que ça t'a apporté au fur et à mesure des années? Pourquoi est-ce que c'est un axe qui est quand même important dans ton travail aujourd'hui? Ouais, en fait, je crois que je le découvre au fur et à mesure un petit peu. Pourquoi, pourquoi c'est important. Donc, au début, comment c'est venu? Bah, c'est venu d'une expérience plutôt personnelle il y a déjà un certain temps. À force de, c'était encore un peu confidentiel à l'époque, mais à force de voir quand même certains hommes dire, oui, en fait, il y a le plaisir prostatique, on peut avoir des orgasmes beaucoup plus grands et plus intenses et qui durent en tant qu'homme. Bon, au début, j'ai eu des résistances, et puis à un moment, je m'y suis mis, j'ai acheté un stimulateur prostatique, il y avait tous mes ancêtres là qui me regardaient en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, vraiment, littéralement, je les sentais présents, et je sentais qu'il y avait quelque chose que je brisais dans un tabou aussi vraiment générationnel, quoi, en le faisant. Et puis voilà, j'ai découvert voilà cette détente tellement profonde, cette capacité aussi à avoir des sensations beaucoup plus élargies. Enfin, ça vient nourrir pour moi l'anus en tant qu'homme, ce qu'on appelle homme multi-orgasmique. Il y a vraiment une façon de le rencontrer aussi par l'anus. Et puis après, quand j'ai commencé à être avec le système nerveux et que j'ai compris que l'anus c'était lié au système nerveux autonome, donc en fait que c'était un des endroits les plus puissants et plus rapides pour se détendre de manière profonde, au-delà de juste une détente mentale, c'est vraiment une détente du corps. C'est une information qui vient du corps vers le haut. Et, euh, et donc j'ai trouvé ça fascinant. Ensuite, quand il y a un endroit pour moi qui est trop tabou, dont on n'ose pas parler, où les gens ricanent, je me dis, bah là, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Donc voilà, je pense qu'aussi, je suis une personne qui, dans mon rôle au monde, il y a aussi d'aller un peu soulever les tapis et regarder ce qu'il y a en dessous. Euh, et puis après, ça a fait beaucoup sens pour moi en termes par rapport à mon travail et la vision que j'ai de l'union, où en fait c'est comme si j'ai pu observer dans le milieu spirituel, le développement personnel, parfois une envie plutôt d'aller vers le haut, d'aller dans des hautes sphères et de se percher un petit peu, ce qui peut être intéressant. Et en même temps, pour moi, ça peut marcher que si j'ai mon assise qui est bien claire, ma fondation qui est bien claire et mon incarnation qui est bien claire. Et pour moi, dans l'anus, il y a une force d'incarnation tellement forte. L'anus ne ment pas, c'est un baromètre. Si je suis détendu, mon anus va être détendu. Si je suis serré, mon anus va être serré. Enfin, ça peut vraiment donner un indicateur. Et, euh, et du coup, en fait, sur tous les plans, depuis le plan du plus de la parole, du tabou, depuis le plan corporel, depuis le plan énergétique, spirituel, pour moi, l'anus, il vient comme en fait faire amener cet équilibre de ouais, ok, d'abord, c'est la première étape. Et il y a un de mes enseignants sur l'anus qui dit ouvre ton cul, ton cœur et ton esprit suivront. Et à la fois, je trouve ça très drôle et c'est un peu blague, mais en même temps, c'est très vrai aussi. En fait, le chemin, il est pas forcément d'abord dans le cœur et dans l'âme, mais il peut être d'abord par l'anus et qu'ensuite, à partir de là, ça peut faire ouvrir. Et ça peut être dans les deux sens, en vrai. Mais en tout cas, que ça soit intégré, que ça soit pas une zone d'ombre, une zone laissée de côté. Moi, je vois que ça fait, ça a des effets très, très beaux sur les personnes. Encore récemment, j'ai une cliente qui me disait qu'elle avait jamais senti la détente intérieure. Et elle va avoir bientôt 50 ans et que, avec le travail sur l'anus, en fait, pour la première fois, elle a trouvé un moyen de réguler vraiment son système nerveux. Elle utilise un plug plus ou moins tous les jours. Ça a aussi régulé sa digestion. Donc la digestion qui est reliée aussi au système nerveux autonome, à la capacité en anglais on dit rest and digest, repos profond et digestion. Donc vraiment, il peut y avoir pour le coup d'un peu des miracles depuis l'anus. On va Donc explorer. je reste émerveillé par cet endroit-là et voilà, du coup je continue à le partager et aussi bien pour les hommes, il y a un truc vraiment intéressant et puis pour les par rapport aussi à la déconstruction, à dire ah ouais, je peux aussi être pénétré, je peux aussi recevoir, ça donne aussi beaucoup d'empathie et aussi pour les femmes en fait parce qu'il se passe d'autres choses à cet endroit-là et aussi et c'est un endroit qu'on a tous, on a tous un anus donc ça c'est je trouve ça génial. Ça nous régule. Tu as même créé un spectacle, donc La sagesse de l'anus, Yes. et donc récemment, ce spectacle a évolué. Donc tu es passé d'un personnage, Shiny Bee, Ouais.
Yes. Même, donc, comment ça se passe, cette transition? Est-ce que tu aimes cette transformation dans ce spectacle? Ouais, j'adore, ouais. Ouais, pour donner du contexte, c'est vrai que j'ai créé ce spectacle il y a maintenant 2-3 ans et c'était une phase de ma vie où j'explorais beaucoup la féminité aussi. Donc, qu'est-ce que c'est ma féminité intérieure, si je puis dire. Et, euh, et du coup, dans ce jeu-là d'exploration, bah, je faisais du drag, donc l'art de se transformer pour un homme en femme. Il y a aussi le drag king hein, pour les femmes qui se transforment en hommes. Et du coup, ça a été vraiment comme un élan aussi très très simple de joie de dire bon ok bah j'ai envie de parler d'anus et j'ai envie de le parler de manière plus accessible que dans mes retraites ou des conférences en ligne où je suis un peu sérieux, donc faisons un spectacle et utilisons ce personnage de drague. Il y a quelque chose qui a été un jaillissement, c'est aussi comme ça que je prends des décisions. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que ça desservait un petit peu mon propos, ou en tout cas que c'était comme une barrière entre le public et moi, une protection qui avait été nécessaire au début pour m'aider à me lancer, de me dire, c'est plus facile, en fait, si j'ai ce personnage, je serais peut-être moins vu, il y a comme une intimité finalement un peu moins forte parce que je peux plus me protéger derrière le personnage. Et au bout d'un moment, il y a un truc en moi qui a eu besoin de me montrer plus directement et aussi de me montrer sur scène et de parler d'anus en tant que mec hétéro. Je trouvais que il y avait une clarté et un alignement plus fort et moins de couches de protection et que ça pouvait être plus gênant pour moi et aussi pour le public. Mais je trouve que c'était un endroit important et dans ce spectacle, il y a vraiment aussi l'idée de vivre ensemble collectivement, hein, parfois des petits moments de gênance et de voir qu'en fait c'est cool, c'est juste une sensation et que ça passe, il y a pas de problème, on peut être un petit peu gêné, il faut juste apprendre à rester avec un petit peu. Et donc c'est agréable, ça amène justement quelque chose d'intégration. Je regrette pas du tout le fait de l'avoir fait en drague les années précédentes, mais là cette nouvelle version elle amène un peu plus d'intégration, plus de d'authenticité d'une certaine façon. Merci. Alors, dernière question. Donc, le nom de ce podcast, c'est Souveraine et créatrice. Donc, comme je disais, comme vision de la vie. Quelles ont été pour toi Ouais. les clés pour accéder à ta souveraineté, pour accéder à ta puissance créatrice dans ta vie? Qu'est-ce qui a le plus joué? Hmm. Alors moi dans mon chemin, il y a plusieurs choses, mais ça a été, si je réponds d'une façon très générale, et puis après je peux aller dans le plus précis, mais c'est de m'autoriser à expérimenter, à tester, à prendre des décisions qui peuvent ne pas être comprises par mon entourage, m'autoriser à changer de point de vue, à pas forcément chercher à être cohérent pour l'extérieur, même si je sais qu'à l'intérieur de moi c'est cohérent parce que je suis mon sens et je suis ma liberté. Euh, et du coup, de m'autoriser à y aller, quoi, sans trop tourner 50 000 fois. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup aidé, notamment, bah, y a plusieurs jalons, mais le fait que de partir, par exemple, en Amérique latine et de vivre 5 ans là-bas, pour moi, ça a été un truc qui m'a beaucoup aidé parce que je me suis libéré aussi de beaucoup de conditionnements parce que là-bas, j'avais plus toute la pression familiale, sociétale, j'étais loin en fait. Donc le fait de la fuite, c'est une très bonne stratégie. C'était pas vraiment une fuite, mais en partie, ça peut être une stratégie. L'environnement familier. Ouais, l'extraction, c'est pas complètement une Action. fuite, mais en tout cas le fait de prendre de la distance, trouver son espace et en fait c'est une belle métaphore parce que en fait, retrouver son propre espace intérieur, la propre maîtrise de son espace intérieur, et ça passe du coup par, voilà, toutes les pratiques que tu partages, qu'on partage, que plein de gens partagent, de revenir à soi, revenir à ce que je suis, à m'aimer, à me faire confiance, à moins dépendre du regard extérieur, euh, à suivre l'intelligence de son corps en respectant son système nerveux. Enfin voilà, c'est un petit peu toujours les mêmes choses. Habiter sa puissance érotique, super bel outil parce que quand même c'est une puissance de déploiement, c'est une puissance du vivant. Pour moi, c'est pour ça enfin si on est incarné dans des corps, c'est que c'est pour avoir des sensations et pour être dans notre érotisme. Je vois pas d'autre chose. Et il y a quelque temps, c'était dans un cadre de cérémonie psychédélique, mais je discutais avec des gens qui me disaient ah on est trop jaloux parce que nous on n'a pas de sensation, on est juste l'amour quoi. Et en fait pour moi dans l'incarnation physique il y a vraiment ça, c'est waouh quel cadeau d'avoir des sensations et quel cadeau de pouvoir justement d'être dans cette force érotique et c'est aussi notre puissance d'incarnation vraiment terrienne quoi. Donc tous ces outils là ils me soutiennent et ils m'ont soutenu et ils continuent à me soutenir aujourd'hui ouais, dans la souveraineté et le fait d'être créateur. Merci, merci. Alors, pour les personnes qui aimeraient continuer avec toi, donc explorer ces sujets-là plus en profondeur, donc il y a
plein de propositions que tu as, donc à la fois des retraites en présentiel, des programmes en ligne. Est-ce que tu veux partager qu'est-ce qui est disponible en ce moment? Alors, ça dépend quand on va être publié le podcast, mais en gros, il y a toujours... Là, dans l'immédiat, et je pense qu'ils se répéteront. Ouais, carrément. En vrai, en ce moment, j'ai plusieurs champs d'exploration. Il y a tout un champ autour des masculinités. Donc là, je propose un programme qui s'appelle Leadership du Sentir en ligne. Et aussi, j'ai un cycle de retraite avec deux super collègues et amis qu'on propose la prochaine. C'est en avril 2025. Mais on en fait régulièrement. Ça s'appelle l'art d'être un homme. Parce que c'est vraiment un art. Il y a tout pardon, j'ai fait tomber un truc. Et il y a donc c'est vraiment un art d'être un homme. Il y a tout un champ qu'on propose dans cette retraite-là. Ensuite, j'ai un sujet d'exploration autour de l'anus où on peut faire une masterclass en ligne et puis je fais aussi régulièrement une retraite que j'appelle Sagesse de l'anus et aussi mon spectacle. Tout ça, c'est visible sur mon site ou sur ma newsletter. Et j'ai aussi un champ d'exploration autour de l'érotisme au sens large. Là, j'ai un stage que je vais sûrement refaire plusieurs fois qui s'appelle Réensauvager nos cœurs. Et l'idée, c'est justement de contacter avec sa propre force érotique dans cette force vitale, primale, instinctive, et de trouver sa propre couleur érotique. Et quand je parle de ça, c'est pas du tout, on va mettre des barésies et faire de l'effeuillage, mais peut-être que ça va être très très petit et que en fait, de l'extérieur, on pourra même pas voir que t'es dans ta force érotique, ou peut-être que ça sera très grandiloquent et que peut-être que ça a bougé. Mais en tout cas, dans cette idée-là de comment je peux me relier à cet endroit de moi comme un endroit de soutien dans mon quotidien. Voilà, ça c'est un peu les thèmes principaux et puis il y en a d'autres qui vont venir, mais abonnez-vous à ma newsletter, c'est le meilleur moyen de me suivre et en plus chaque mois je prends vraiment le temps d'écrire un long texte, de partager mes vécus et j'essaie d'apporter vraiment de la valeur